Salut tout le monde, je suis un peu pressé aujourd'hui parce que je vais voir un spectacle de Bill Bruford à soir, c'est pas mal cool, mais je voulais quand même prendre quelques petites minutes pour vous faire un petit bilan rapide, suivi de lecture en fait de mon fameux projet philosophique en particulier. Donc, si vous ne le savez pas, je suis en train de me taper essentiellement le corpus philosophique au complet sur une période de 4 ou 5 ans. Et je suis en retard, je vous le cacherai pas, mais ça avance quand même. Et la principale découverte dont je vais vous faire part aujourd'hui, c'est Porphyre, que je ne connaissais pas du tout avant cette année, essentiellement. Porphyre qui est un néoplatonicien, donc un disciple de Plotin en vérité. Et Plotin aussi, c'est quelqu'un dont j'avais une connaissance extrêmement rudimentaire. Mais je dois dire que certainement, le fait d'avoir lu d'une part maintenant plusieurs livres de Porphyre et aussi presque plus que la moitié des Ennéades. Je suis en train de finir l'Ennéade 4, donc il m'en reste 2. Les Ennéades sont donc la série de traités de Plotin où est-ce qu'il met de l'avant l'essentiel de ce qu'on considère comme la doctrine néoplatonicienne. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était un détail de l'histoire. Les néoplatoniciens, ça ne m'intéressait pas du tout, pour être honnête. Mais j'ai un peu changé d'avis. Puis j'ai même changé d'avis sur la fameuse et la terrible doctrine des idées de Platon. Donc, l'essentiel de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, encore une fois très rapidement parce que il faut vraiment que je que je cours voir mon spectacle, mais c'est que toute ma conception de la philosophie comme tradition, si vous voulez, a été complètement transformée par la lecture de Porphyre, principalement à cause de ce traité-ci, la vie de Pythagore, et voici pourquoi. Alors, moi, comme beaucoup de gens, j'avais l'idée, quand j'ai commencé le projet philosophique, je savais que la philosophie était quelque chose qui venait de Grèce, et évidemment, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, alors je savais que il y a quelqu'un, quelque part, avait donné ce nom-là, mais je présumais que c'était sans importance, ça, cet aspect-là. Puis j'avais l'idée, d'une part, que la philosophie avait une sorte de direction téléologique, là, dans le sens elle progressait du plus flou au plus précis, un genre d'idée comme ça, qu'il y avait une sorte d'évolution, que ça allait dans le projet philosophique collectif, puis que ça s'en allait vers si on veut, un entraînement de la raison. Puis je continue de penser que c'est très vrai, en fait. Je pense que ça, c'est absolument quelque chose qui s'est produit, puis quelque chose de précieux et d'essentiel, dont on ne mesure pas pleinement l'importance ni la portée. Par contre, j'avais pas entièrement raison. Il y avait quelque chose qui m'échappait complètement, qui était que ce point de vue-là que j'apportais par rapport à ma compréhension de la philo, puis l'idée que c'était avant tout une activité rationnelle, ce point de vue-là que j'apportais, c'est celui d'un occidental du 21e siècle. Et les Grecs, à l'origine de la philosophie, ils sont pas ça. Ils sont, oui, je veux bien occidentaux, mais leur mentalité était complètement différente. Puis, ce qui se révèle... Alors voici, comment je vous dirais ça. Beaucoup de gens savent ou sont au courant ou ont entendu parler du fait que il y avait un élément mystique à la philosophie à l'origine. Puis, il est relativement connu que Pythagore, qui est surtout connu aujourd'hui pour son théorème, que c'était un mathématicien, donc ça c'est bien connu, mais on sait généralement que les mathématiques pour Pythagore avaient une fonction religieuse, ou quelque chose comme ça, que ça avait une valeur mystique.
Puis ce qui se révèle en lisant ça, là, la vie de Pythagore de Porphyre, puis il y a d'autres textes là, sur Pythagore, entre autres une vie Pythagore de Jean Blic, là, que j'ai pas lu encore, qui est un contemporain de Porphyre. Ce qu'on comprend à la lecture de tout ça, c'est que cette dimension-là, de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la dimension mystique de la philosophie, c'est pas un accident du projet philosophique, c'est le cœur du truc. Puis c'est embêtant pour nous parce que la mystique, tout ce qui est mystique pour nous, c'est un peu sulfureux. Ça a très mauvaise réputation pour d'excellentes et nombreuses raisons. Mais il n'en demeure pas moins que ce que la philosophie, à l'origine, cherche à faire, la sagesse, donc, dont Pythagore se veut l'ami, n'est-ce pas? L'amoureux et l'ami. Ben, cette sagesse-là, elle part d'une approche à mi-chemin entre le mysticisme, justement, et le chamanisme. Et à ça s'ajoute donc la dimension rationnelle et mathématique, ou proto-rationnelle, si on veut. Mais c'est ça, les mathématiques de Pythagore sont directement inspirés des calculs mathématiques des kabbalistes, en fait. Encore une fois, c'est quelque chose dont Porphyre parle. Pythagore, il a été entraîné par les mystiques juifs de la très haute antiquité, là, du 6e siècle avant Jésus-Christ, etc. Et il a aussi été carrément formé par les Égyptiens. Et à notre époque, ça s'est beaucoup, dans les 200 dernières années, si vous voulez, ça s'est beaucoup entendu, ça, que la tradition de l'occultisme, n'est-ce pas, venait directement de l'Égypte. Puis on entend, ça a été à la mode de dire ça, puis il y a eu beaucoup, osons le dire, de bêtises là, qui se sont dites autour de ça. Mais j'ai réalisé à la lecture de ce texte-là de Porphyre, puis d'un paquet d'autres trucs. Là. Je mets l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment ce que ça s'est cristallisé en quelque sorte. Mais le fait est que j'en avais lu pas mal, moi, d'occultisme. J'en ai même lu beaucoup, là, pendant assez longtemps. J'en ai lu plusieurs, là, des traités de Kabbale assez pointus, des traités de magie, d'occultisme, j'en ai lu vraiment beaucoup, là. Puis, déjà, quand j'ai lu la physique d'Aristote, j'ai été extrêmement impressionné parce qu'en fait, ce qui m'apparaissait complètement farfelu, en bonne partie, ça vient directement de la physique d'Aristote. Les théories des éléments, puis tout ça, bon, l'air, le feu, tout ça, bon. Ben ça, à notre époque, c'est considéré comme mystique, puis nouvel âge, mais à l'époque des Grecs, c'était considéré comme de la physique. Mais leur point de vue sur la physique, précisément, c'est une physique qui est autant scientifique que mystique, dans la mesure où est-ce qu'elle considère que le monde matériel est une sorte de manifestation et d'émanation d'une entité spirituelle. Puis les Grecs, ils sont polythéistes, ça il faut le mentionner ici, mais pas de la manière qu'on pense. Puis j'en reparlerai encore une fois parce que j'ai pas tant de temps que ça aujourd'hui, là. Mais ils sont polythéistes, mais il y a quand même un dieu suprême, là, qui est Zeus, là, qui est bien connu chez les Grecs. Mais c'est ça, le Zeus grec, c'est Dieu le Père, là. Okay? Essentiellement, c'est le dieu biblique, là. C'est le dieu... c'est pas mal le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, en vérité, là. C'est juste que à partir du Nouveau Testament, à partir donc, du christianisme institutionnel, puis je fais référence à des textes là, dont je connais l'essentiel de manière superficielle, mais que je m'apprête à lire dans pas très longtemps, là, les textes de Thomas d'Aquin, puis Saint-Augustin, des gens comme ça.
Mais c'est ça, ce qu'on constate en lisant des documents, des textes de Porphyre ou de Jean Blic, donc des contemporains du christianisme naissant, ben c'est ça, c'est qu'on constate que le clivage que le christianisme fait entre sa propre doctrine mystique, si vous voulez, puis ça, là, l'Antiquité, elle a un petit côté arbitraire et de mauvaise foi. Elle a un côté doctrinaire, n'est-ce pas? Puis là, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que le projet philosophique, vraiment à sa base, et le projet scientifique de la philosophie à l'origine, il a entièrement une intention qui est non seulement celle du mysticisme, mais aussi celle de gens comme le fameux Carl Jung avec l'individuation, le processus d'individuation dont je parle assez souvent, qui lui-même repose dans le langage qu'il emploie pour expliquer ces concepts, lui-même repose sur des allégories et des images qui sont directement tirées de l'Antiquité, là, puis des traditions mystiques, etc., etc., etc. Puis je rajouterais à ça qu'on est habitué à penser que le chamanisme, n'est-ce pas, donc des un rapport à la religion et la spiritualité qui est basé sur des communications avec le monde des esprits, n'est-ce pas, puis bon, etc., etc. On est habitué à penser que ça, c'est le propre de, des sociétés autochtones, par exemple, ou en Sibérie, en Orient, etc. Mais en vérité, c'est ça, non seulement il y a longtemps eu une tradition chamanique, encore une fois, c'est ce dont je me rends compte en lisant ces textes-là, mais quand on y pense bien comme faut, la spiritualité grecque, telle qu'elle se pratique réellement, en énorme partie, elle est chamanique. Là. Il y a des esprits des lieux, il y a des esprits des rivières, etc., etc. Bon, puis c'est ça, quand on rentre en relation avec Hécate, là, puis qu'on fait des sacrifices à une statue ou quelque chose comme ça, puis ces innombrables rituels dont on lit là, la chronique, là, ben, par exemple ici, là, les mystères des Égyptiens de Jean Blic, ou encore une fois chez Porphyre dans d'autres traités, bon, traités sur la théurgie, etc., ben c'est ça, ce sont des pratiques qui sont soit chamaniques, soit qui appartiennent carrément à cet horizon-là, essentiellement. Ouais, rentrer par des états de transe, d'auto-hypnose en quelque sorte, là, rentrer en contact avec, entre guillemets, le monde des esprits. Puis ce que c'est réellement le monde des esprits, ben ça, c'est une autre question, là, c'est un autre sujet. Là. Est-ce que ça existe pour vrai? Est-ce que pas? Bon, on en reparlera un autre tantôt, mais le fait est que si vous les faites, les rituels-là, vous allez en avoir des expériences de ce genre-là. C'est ça le truc. Puis on veut pas croire ça parce que notre discours collectif est pas basé là-dessus. Puis un truc qui est vraiment sidérant quand on se tape un paquet de livres de philo, ce que je suis en train de faire, ben, c'est de voir que non seulement c'était ça à l'origine de la philosophie, à l'époque de Pythagore, puis que ça, déjà, c'est directement lié aux mathématiques, puis à la géométrie, puis à l'astronomie, puis à tous ces trucs-là. C'est tout lié pour des raisons que je n'élabore pas ici parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais sur lesquelles on reviendra. Ben, c'est ça. Non seulement c'est ça à l'origine, mais premièrement, c'est ça encore essentiellement 1000 ans après Pythagore. Là, ça, on est en 300 à peu près, donc pas loin de 1000 ans. Mais le fait est que si vous allez voir l'histoire réelle de la philosophie telle qu'elle s'est pratiquée jusqu'à aujourd'hui, le côté relation mystico-mystique, chamanique de la philosophie est devenu insalubre, il est devenu malpoli d'en parler en public, il est devenu malpropre, etc., malfamé, à peu près au moment où le christianisme prend son essor, mais il disparaît jamais. Et il continue de le pratiquer tout au long de, c'est ça, là, du Moyen-Âge et de la Renaissance, puis de l'époque moderne. Puis, on trouve des échos des grands mystiques chez Hegel, on trouve des échos de ces gens-là chez Heidegger, etc., etc., etc. Puis, on en trouve certainement des échos chez Jung. Là. Et donc, puis nous, encore une fois, collectivement, on a deux réponses à ça, deux réactions à ça, qui est soit de tout rejeter en bloc,
parce que, tu sais, on est des gens sérieux, puis ça, c'est de la pseudo-science, c'est de l'obscurantisme, etc. Donc, il y a cette réaction-là. Ou la réaction nouvel âge, qui est de tout croire, en fait. Puis, je pense que ça aussi, ça explique un peu l'erreur qu'on a faite collectivement, parce que des expériences mystico-mystiques ou chamaniques, etc., la vérité, c'est que c'est très facile d'en avoir et c'est universel chez tous les êtres humains, en fait. C'est quelque chose que les êtres humains font naturellement et facilement depuis la nuit des temps. Et c'est tellement une partie centrale et essentielle de l'activité humaine que quand on va voir réellement ce qu'il y a dans le corpus philosophique, on tombe continuellement sur non seulement des traces de ces pratiques-là, mais une longue tradition de ces pratiques-là dans la philosophie elle-même. Le problème qu'on a, c'est que on prend les pratiques, le résultat de pratiques chamaniques, par exemple, ou de visions prophétiques ou de trucs comme ça, on prend ça comme des données rationnelles essentiellement. Okay? Puis on veut croire que c'est factuellement vrai au premier degré, que les visions de gens dans l'Apocalypse veulent forcément dire la fin des temps pour nous autres ou la mort de Néron ou l'interprétation que vous voulez. Puis c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis encore une fois, on en reparlera. Mais c'est un peu ça qui fait qu'on veut tant rejeter tout le contenu de la tradition chamanico-visionnaire, prophétique de l'Occident. C'est un peu pour ça qu'on veut tant tout rejeter en bloc ou tout prendre en bloc. Puis, je vais revenir dans d'autres vidéos, mais il y a quelque chose qui est non seulement une vérité fondamentale qui s'exprime dans ces pratiques-là, dans sa tradition occidentale sur les, si on veut, 2500 ans là, depuis la naissance de la philosophie, là, que ça s'est passé. Il y a quelque chose là-dedans qui est crucial et important, puis qu'à cause de la manière dont on a raconté l'histoire de l'Occident, puis on réfléchit à notre propre histoire, puis à notre propre relation au monde, c'est ça, quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on a devant nous. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est hyper intéressant, puis ça change pas mal la manière de voir les choses. Puis je vais finir là-dessus. Il y a des fortes raisons de croire que Platon, par exemple, mais aussi Aristote, ils avaient été formés par des disciples de Pythagore. Puis, quand il parle, entre autres, par exemple, Platon, le monde des idées, puis etc., puis j'ai beaucoup dit à quel point là, je trouvais ça irrecevable au niveau intellectuel, là, la théorie des idées. Puis ça continue d'être mon cas, mais moins qu'avant. Puis moins qu'avant parce que, justement, ça a une valeur, il me semble... Si on le prend comme un énoncé plutôt mystique et prophétique dans le sens avoir des visions de type chamanique, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus rempli de bon sens, en fait. Ça marche beaucoup mieux à ce niveau-là. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a des tonnes de rapprochements à faire avec ce que décrit Platon au niveau de ses fameuses idées. Beaucoup de rapprochements entre ça, puis des trucs comme les Cathares, par exemple, ou, c'est ça, justement... les kabbalistes, toutes les traditions mystiques que vous voulez, essentiellement. Ça fait que je vais arrêter ça ici pour aujourd'hui, mais déjà, ce que ça m'a indiqué aussi en lisant ça, c'est justement que ce que j'avais interprété comme des bilevecés, puis des trucs absolument débiles, si j'ose dire, chez Platon, c'était pas ça, en fait. C'est que, oui, il y a une raison qui s'entraîne elle-même chez l'Homo sapiens. Là, il y a l'être humain qui apprend comment utiliser sa raison. Puis ça, on voit ça dans toute l'histoire de la philosophie. Mais il y a aussi des échos d'une tradition qui participe ou qui est fondamentalement chamanique et mystique, en gros. Puis dont on continue d'avoir des traces dans des trucs comme l'alchimie, puis la magie cérémonielle 15e, 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, les trucs de John Dee, etc. Les trucs vraiment occultes. Puis c'est ça, quand on parle de philosophie occulte, c'est gênant d'en parler en bonne société, mais occulte, ça veut dire caché. Puis c'est ça qui s'est passé, là. Il y a eu, pour des raisons politiques, parce que les gens avaient peur de se faire zigouiller par l'Église.
ben, ils ont arrêté de parler de ces affaires-là parce que l'Église prétendait avoir le monopole des contacts avec la divinité, là, si vous voulez. Puis, fait que ces gens-là, ils ont continué les pratiques, philosophie occulte, entre guillemets, ils ont continué les pratiques qui remontaient, c'est ça, qui remontent aux prêtres égyptiens, en vérité, puis qui donc forment Pythagore, puis Pythagore qui crée la philosophie moderne, puis qui établit cette tradition-là avant tout comme un moyen d'accéder à ces états de conscience-là, et par ailleurs, c'est un peu le génie de la philosophie, de les mettre en relation avec, en guillemets, la vraie vie, la science. Mais les deux sont conjoints dans le projet scientifique, dans le projet philosophique. Puis même scientifique, j'oserais dire. Mais donc voilà, ça fait que c'est vraiment quelque chose. J'y reviendrai, mais il y a beaucoup de ça que je pensais qui était complètement de la folie furieuse, aller jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Puis, pas le sang bleu, ça ne l'est pas. Ça fait que, je vous en reparlerai, mais c'est saisissant. C'est super intéressant. Porphyre, en plus, il écrit super bien, là, dans le sens où il est facile à comprendre. Là, bref, c'est un philosophe que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et surtout pour aujourd'hui, là, le bilan en tant que tel, où est-ce que je suis rendu, j'en reparlerai un autre tantôt. Là. J'ai aussi commencé à lire les philosophes musulmans, là, Al-Farabi en particulier, qui est hyper intéressant. Tout ça, on s'en parlera bientôt. Mais sur ce, je file à mon spectacle de Bill Bruford. Si vous voulez soutenir le travail de la chaîne, j'ai un Patreon. Vous êtes les bienvenus, c'est hyper apprécié. Je vous aime, je vous adore. Et voilà, portez-vous bien, la vie est belle. À très bientôt.